Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans le TIA Podcast, ce nouveau numéro du TIA Podcast, où nous explorons des idées qui tournent autour du business, de la culture, mais également du développement personnel. Aujourd'hui, nous serons plus sur un thème business. Nous allons parler d'entreprise, nous allons parler de l'IA. Et pour ce faire, nous recevons une invitée très particulière et très intéressante également, parce qu'elle est consultante en marketing et en commerce international, mais aussi intervenante en école de commerce. Je reçois Madame Lucie Bretomé, qui nous fait l'honneur d'être avec nous dans le TIA Podcast. Bonjour Madame et bienvenue encore une fois. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Je sais que vous avez un emploi du temps très chargé, mais vous avez en tout cas fait l'honneur de venir dans ce plateau. Alors comme vous le savez, nous allons parler de l'IA, de son implémentation et de comment est-ce qu'il est utilisé aujourd'hui dans des entreprises et surtout pour le marketing, pour la délégation de certaines missions marketing. Nous allons parler un peu autour de ce thème. Déjà, de prime abord, à quoi vous fait penser l'IA concrètement ? Concrètement, ça me fait penser à un abus de langage. Un abus de langage. Parce que, justement, surtout en français, quand on dit intelligence, on dit niveau de QI, et on fantasme tout de suite sur Einstein, etc. Si on doit clarifier la définition de l'IA, et je me réfère à l'Union européenne qui parle de système d'intelligence artificielle, qui est plus juste, à mon avis, puisque ce sont bien des systèmes et des machines, du machine learning, y compris d'ailleurs de la compréhension du langage humain, mais qui a été faite par les hommes, qui a été piloté par les hommes. Donc je trouve que on fantasme et on se fait peur beaucoup avec ce terme intelligence artificielle, alors que les systèmes d'intelligence artificielle est plus juste en réalité. Et selon vous, où en sont les entreprises françaises actuellement sur leur niveau d'implémentation de l'IA dans leur processus d'exécution, dans leur processus d'automatisation d'entreprise ? Je pense qu'il n'y a pas de réponse unique à ça. Je pense qu'il y a des situations extrêmement variées qui dépendent de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité, qui dépendent de la culture des dirigeants d'entreprise. Donc je pense que les résultats sont extrêmement variés. Je pense peut-être par contre qu'on est plutôt en retard en Europe, par cette peur de ce mot intelligence par rapport aux Chinois, peut-être aux Américains. Oui, parce que selon un rapport, excusez-moi de vous couper, selon un rapport de la Commission européenne, on parle plutôt d'un taux de 13 à 15% des entreprises comptant entre 10 et plus de salariés utilisent une technologie liée à l'IA, contre un taux de pénétration de 41,2% pour des entreprises qui ont plus de 250. Voilà, donc ça rentre un peu dans ça ce que vous dites. Ça corrobore ce que je dis. Oui, d'abord, les grandes entreprises ont un dimensionnement qui fait qu'elles ont plus de moyens d'accès certainement à ces systèmes d'intelligence artificielle, qu'elles y réfléchissent, qu'elles ont peut-être des moyens stratégiques. Elles peuvent faire appel à des experts plus que des petites entreprises. Et encore une fois, ce chiffre cache certainement des disparités selon les secteurs d'activité. Et on parle également de 47,3 milliards de dollars en 2025. C'est le marché mondial de l'intelligence artificielle. En tout cas, le marché mondial du marketing piloté par l'IA est estimé à environ 47,3 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé de 36 à 37%. Ça explose. Ça explose vraiment. Et vous, quand vous voyez cela, comparément à l'implémentation de cette IA par le marché européen, c'est quand même un peu en retard, vous pensez ? Je suis pas assez experte pour pouvoir donner des chiffres concrets, mais oui, il y a peut-être un peu de retard, mais c'est surtout qu'on en parle beaucoup. Dans les médias notamment, parce que ça a explosé, entre guillemets, la connaissance sur l'IA, ou son rayonnement médiatique a explosé depuis le fameux ChatGPT, qui est relativement récent. Mais si on se réfère, si on prend un peu de recul, l'IA existe en fait depuis, elle a été inventée, ce terme-là, intelligence artificielle, a été inventé en 1956. 56. Et oui, 56, ce sont des scientifiques américains qui ont eu l'idée brillante de l'appeler intelligence artificielle, parce qu'ils cherchaient, ils faisaient de la recherche dans l'automatisation des processus, et ils cherchaient des financements. Donc l'intelligence artificielle leur a paru comme justement la poule aux œufs d'or qui allait permettre par exemple à Rockefeller de financer ces développements de recherche, à la base de recherche mathématique, scientifique à la base. Donc c'est très grand public depuis
2 ans peut-être, ou 3 ans, depuis le fameux ChatGPT, qui est novembre 2023, je crois, à moins que ce soit 2022. 2020, 2022, je crois, dans ces ChatGPT, oui, l'utilisation grand public, oui. Donc c'est ça qui rend. Mais alors en réalité, l'IA, elle est dans notre vie depuis longtemps, à travers des choses qui étaient beaucoup moins spectaculaires, on va dire, que l'intelligence artificielle dite générative, la capacité de parler, etc. Mais tout le monde connaît Siri sans faire de publicité pour qui que ce soit. Tout le monde a reconnu Siri. Ou quand on est presque tous abonnés à une plateforme de streaming et bien évidemment qu'on reçoit des recommandations. Vous avez aimé ça, vous allez aimer ça. Et ça, c'est le fruit d'utilisation de l'intelligence artificielle dite prédictive. On peut prédire. Et donc, ce sont des calculs à la base, des calculs de probabilité, de statistiques. C'est l'intelligence artificielle générative qui l'a porté à un niveau plus effrayant, on va dire, et plus grand public. Alors, on parle souvent d'automatisation actuellement. Est-ce que vous pensez que l'automatisation change notre façon de planifier la stratégie au sein des entreprises ? Je ne crois pas qu'elle change la capacité de réfléchir à la stratégie. Elle accélère ou elle facilite un certain nombre de réflexions grâce à des résultats, à des calculs ou à des et elle peut aussi être source de créativité, l'intelligence artificielle, bizarrement. Créativité dans le sens où, alors je vais prendre un exemple concret pour qui va rendre les choses claires. Il y a une marque, je vais encore le citer, je cite une marque, je ne travaille pas pour eux, mais qui s'appelle une marque de mode qui s'appelle The Couples, que connaissent un certain nombre de jeunes femmes, qui a utilisé l'intelligence artificielle avec ses stylistes en réalité pour dessiner. Et donc tout de suite, au départ, les stylistes, ils étaient récalcitrants. Le stylisme, ça vient du dessin à la base, qui est l'activité manuelle et l'imagination de chaque créateur. Exactement. Et donc au départ, les stylistes, ils étaient totalement récalcitrants à utiliser une aide d'intelligence artificielle. En réalité, ils ont compris assez rapidement qu'ils allaient on appelle ça crafter l'IA, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui ont rentré des inputs dans l'IA. Ils ont rentré leur propre source d'inspiration, ils ont rentré toute l'historique de la marque de Couples, tous les classiques, plus c'était il y a 2 ans, je crois, ils voulaient faire une collection vintage, donc ils ont rentré leur source d'inspiration avec des photos vintage, et ils ont été très agréablement surpris par la première collection qui a été dessinée grâce à l'aide de l'intelligence artificielle, qu'ils ont ensuite retouché, qu'ils ont redirigé. Et ce qu'ils en ont dit, ils ont eux-mêmes ensuite dit, on veut continuer à travailler avec cette aide logicielle d'intelligence artificielle au stylisme, parce que finalement, ça a décuplé leur créativité. C'est bien eux qui ont dirigé l'IA en donnant la direction artistique, voilà. Ouais. Et ils ont été agréablement surpris par la capacité de proposition, parce que ça combine. C'est ça, c'est des combinaisons mathématiques, en fait, de probabilités, etc., qui font que ça leur a donné des ouvertures auxquelles ils n'avaient pas pensé. Donc moi, je pense qu'il en est de même pour la stratégie. C'est-à-dire que ça reste l'homme qui est derrière, qui a des idées, et qui pilote ces outils-là, qui peuvent peut-être décupler sa capacité d'analyse, ça c'est sûr, avec l'intelligence prédictive, et aussi même peut-être de créativité. Mais ça reste l'homme qui pilote, qui donne l'orientation. Beaucoup de films de science-fiction prédisent un avenir quand même assez noir, assez noir pour l'humanité. On va dire que l'intelligence artificielle, dans quelques années, aura cette capacité-là de remplacer certains pans de l'économie, voire même certains métiers qui étaient jadis réservés à l'homme. Est-ce que vous partagez cet avis Pas vraiment, j'espère ne pas être une naïve aveuglée. Mais non, parce que dans l'histoire de l'humanité, si on prend du recul, il y a eu des grandes inventions. Je vais commencer par peut-être l'invention de l'imprimerie et de l'écriture, qui a fait faire à l'humanité un bond dit technologique à l'époque, et qui était décrié en son temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on appelait les autodafés, c'était le fait de brûler des livres parce que justement certains considéraient que c'était l'accession à la lecture et au savoir allait dévoyer l'humanité. Donc de tout temps, chaque fois qu'il y a un grand bond en avant, il est décrié, il est l'objet de controverses. Je vais prendre un deuxième exemple, c'était Blaise Pascal qui disait justement, qui a
inventé, lui, la machine à calculer, et qui disait que, bien évidemment, la machine à calculer calculait bien mieux, et d'ailleurs que les animaux qui ne calculent pas du tout, peut-être, mais qu'en revanche, ces machines étaient dépourvues d'intention, etc. Donc, à partir du moment où c'est l'homme qui pilote, et c'est le cas, c'est nous qui avons inventé ça, je pense que l'homme est capable de se doter aussi de moyens de régulation, qui peuvent aller... ce sont les intentions des humains, ce sont les intentions qu'on met derrière les algorithmes et qui sont données par les humains, qui peuvent éventuellement dévoyer le système. Quand on parle de régulation, on parle également de l'Union européenne qui régule beaucoup, notamment. Également, elle a aussi récemment réguler l'IA avec... établi ce qui s'appelle l'IA Act, qui a donc justement, c'est l'intelligence, l'intention humaine, je reviens là-dessus, et qui a piloté les règles, qui a édicté des règles telles que les Européens les voient en termes d'intention et de morale, de moralité, d'usage en fait. Quels sont les objectifs ? C'est la grande question de l'utilisation de l'IA, c'est pour quel objectif, dans quelle intention ? Et ça, ce ne sont pas les machines elles-mêmes qui éditent les intentions. Quand on parle des fake news, etc., il y a quelqu'un qui pilote le fait de générer et de répéter des informations et de les mettre en avant, etc., pour que ça vienne imbiber le tissu social. Donc, c'est bien la question de celui qui pilote de l'intention. Mais on parle beaucoup de l'IA learning, c'est-à-dire qu'à un moment, l'IA apprend de ce qu'on lui donne comme information et est en mesure de passer à l'action sans qu'on ne lui dise. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une façon également très autonome d'exécuter certaines tâches ? Parce que là, l'IA apprend. Après l'apprentissage, elle passe à l'action. Non, elle passe pas toute seule à l'action, l'IA. Il y a toujours une intervention. Il y a toujours quelqu'un qui lui dit fais ci ou fais ça. La reconnaissance faciale, c'est bien une directive de gouvernement ou de dire pour quel usage, c'est par exemple ça qui a été interdit en Europe, parce que en Europe, on ne partage pas la vision du monde qui consiste à donner une note sociale aux différents citoyens, là où c'est pratiqué dans d'autres pays. Donc c'est bien l'intention. Il y a bien quelqu'un derrière qui a une intention. L'IA toute seule, on la dirige. Alors oui, je sais bien qu'il y a des films de science-fiction où l'IA dépasse. C'est comme l'élève qui dépasse le maître. C'est ça. Mais les voies d'apprentissage sont celles qui sont reproduites à partir des comportements humains. Donc s'il y a une mauvaise intention et un mauvais objectif, et bien sûr qu'il y en a, on le voit bien avec les. Donc tout est une question, à mon avis, de justement de savoir faire société au niveau des valeurs humaines. Au niveau des valeurs humaines et qu'on peut aussi implémenter dans l'IA. On va parler un peu de marketing également, vu qu'il s'agit de sujet. Quelles sont les principales erreurs que vous avez pu observer dans la mise en œuvre de ces solutions IA ? Surtout en entreprise, quelles sont ces erreurs que vous avez? Alors les erreurs, on va citer des choses comiques même, parce que voilà, qui sont peut-être symboliques justement. Je vais citer, alors j'ai pas non plus d'action chez Becherel, mais je vais citer aussi l'exemple de Becherel que les Français connaissent bien comme étant une maison d'apprentissage de la grammaire et de l'orthographe française, de la langue française, et qui a justement qui a intelligemment, à mon avis, piloté justement, les gens de chez Becherel ont piloté intelligemment l'IA pour sortir une campagne de pub où ils ont littéralement demandé à l'IA de créer l'IA générative, de créer avec un logiciel Midjourney ou d'autres, de créer une campagne en disant dessine-moi ou fais-moi une photo d'une maison, avec des pains. Et en réalité, ils ont fait une faute d'orthographe à dessein pour bien montrer. Ils ont écrit pain, P-A-I-N, comme le pain, notre pain français, et non P-I-N comme l'arbre. Et ça a donné une image avec des baguettes, un toit avec que des baguettes. Et donc, ils en ont fait une pub drôle pour dire, et voilà ce qui se passe, et vous avez encore besoin de Becherel, parce que vous voyez ce qui se passe avec l'IA, quand on fait une faute d'orthographe, elle exécute littéralement l'image du pain. Et ça, c'est un exemple qui parle vraiment de l'utilisation, qui est très parlant, un exemple très parlant de l'utilisation de l'IA et de sa compréhension actuellement des enjeux. Donc, ça s'appelle le language learning. L'IA a bien appris, mais bien évidemment qu'elle exécute ce qu'elle sait correct, ce qu'elle connaît des règles grammaticales et des règles d'orthographe. Donc, elle a affiché un pain, P-A-I-N, et non pas un pain, puisque c'est bien celui qui a dirigé l'IA qui a fait la faute d'orthographe. Et donc, c'est lui qui a... Voilà. Si on dit fais-moi un dessin de jeune femme ou jeune homme, je vais pas être sexiste, qui tombe dans les pommes, et ben littéralement, on aura quelqu'un qui est au milieu de pommes, le fruit pomme, dans le langage courant. Donc, elle va interpréter littéralement
l'image des pommes et non pas ce que signifie symboliquement cette image de s'évanouir. Alors, comment garder une approche assez humaine quand on utilise l'IA? Parce que l'IA est utilisée à toutes les sauces actuellement, excusez-moi l'expression. Oui, absolument. Mais comment garder une approche assez humaine quand on voit ce qu'elle peut faire? Vraiment, comment est-ce qu'on peut rester humain? C'est la question, c'est l'éternelle question. C'est ça que j'essaie de transmettre justement aux étudiants. C'est la capacité d'esprit critique et la capacité d'intention. C'est-à-dire, je dis toujours, y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est celui qui pilote. Et c'est ça en réalité, c'est faire prendre conscience, notamment aux jeunes générations, de l'esprit, de les faire pratiquer l'esprit critique, les faire décrypter ce qu'il y a derrière comme intention, justement. Et donc, c'est ça, c'est l'éducation à l'esprit critique, l'intention, le questionnement et non pas l'apprentissage bête et méchant j'allais dire, de l'utilisation bête et méchante pour se débarrasser de tâches à exécuter. C'est comment on pilote les tâches. Et donc, c'est le passage au côté direction, justement. La direction de l'outil et non pas son utilisation pour se débarrasser de devoirs à faire, par exemple. Si vous êtes encore là, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui nous suivent sur YouTube et également de vous abonner sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas que cette émission est disponible sur toutes les plateformes de streaming, donc Spotify, Apple Music, donc vous pouvez l'écouter dans le métro, vous pouvez l'écouter à n'importe quel endroit, il sera disponible. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer encore une fois la cloche de notification. Et voilà, nous revenons toujours avec vous sur ce sujet très intéressant de l'IA. On va parler également de votre rôle d'intervenante dans des écoles de commerce. Vous voyez beaucoup d'utilisation de cette IA en école de commerce. C'est un problème qui est épinglé. C'est un problème qui est épinglé. Vous, quelle est la lecture que vous en faites? Et est-ce que les étudiants, en se servant de l'IA, arrivent à vous retransmettre concrètement ce que vous attendez d'eux? Alors, moi, je suis justement pas du tout contre l'utilisation de ChatGPT. Je suis pour l'utilisation intelligente de ChatGPT. Je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui de point. Il serait idiot, à mon avis, pédagogiquement, de refuser l'utilisation de ChatGPT dans la mesure où, plus tard dans leur job, où très rapidement, les étudiants ou les futurs actifs peuvent utiliser l'IA et vont l'utiliser très probablement, même si l'Europe est en retard sur la mise en place de l'IA. Donc, il est plus intelligent, à mon avis, d'apprendre à utiliser l'IA, notamment à avoir l'esprit critique pour prompter. C'est la même question que celle que je posais tout à l'heure, c'est-à-dire, y a-t-il un pilote dans l'avion? Par exemple, moi, je ne suis pas du tout la seule. On transforme la plupart des examens aujourd'hui en oraux, parce qu'à l'oral, à l'écrit, on peut copier-coller du ChatGPT, mais c'est strictement impossible à l'oral, même si on s'est aidé de ChatGPT pour répondre à des questions. À l'oral, on se rend très bien compte de la capacité de réflexion des étudiants et de comment ils utilisent l'IA, justement, qu'est-ce qu'ils en font. Donc, c'est ça la vraie question aujourd'hui, c'est à mon avis, l'adaptation des méthodes pédagogiques et beaucoup d'écoles transforment justement les écrits en oraux, parce que là, on voit justement comment, y compris en s'appuyant sur l'IA, comment on peut utiliser cet outil pour dépasser, justement, stratégiquement, faire quelque chose de plus. Vous n'êtes pas partisane de cette théorie qui dit que l'utilisation de l'IA en milieu scolaire ou académique a tendance à restreindre un peu la capacité de réflexion des étudiants ou des apprenants? Si, bien sûr qu'on peut voir, je l'ai moi-même constaté, mais justement, c'est plus dans le manque d'élévation de l'esprit critique, en réalité. Et c'est, j'allais dire paradoxalement, au contraire, se dégagent parmi les étudiants ceux qui utilisent, j'allais dire bêtement l'IA, c'est-à-dire pour se débarrasser, ils font des copier-coller, etc. Et j'ai répondu à la question. Mais en réalité, j'ai pas du tout imprimé dans ma tête le message profond de l'apprentissage. Je n'ai pas de capacité. Et c'est là qu'on voit se distinguer justement deux types d'étudiants. Ceux qui vont utiliser, bêtement pour se débarrasser ou pour répondre de façon basique, j'allais dire, et ceux qui vont, au contraire, comme les stylistes de Couples, en faire quelque chose de plus. C'est-à-dire qu'ils vont transcender, qu'ils vont l'utiliser pour avoir des meilleures réponses et des réponses plus précises et des réponses plus créatives. Donc on voit bien au contraire se distinguer là deux types d'étudiants, je trouve. Ceux qui savent utiliser à bon escient et qui en font quelque chose de plus par rapport à ceux qui vont se débarrasser, je trouve pas d'autres termes, justement des devoirs à faire, etc. Flemme, comme disent les adolescents. Il y a une question qui me taraude beaucoup l'esprit. Tout à l'heure, vous avez parlé
de cette utilisation dans le domaine culturel, notamment avec cette découpe qui avait été faite, assistée par l'IA, avec ces couturières. Il y a une question qui se pose vraiment sur l'utilisation de l'IA dans le domaine de l'art. Beaucoup d'artistes décrivent justement cette façon de faire comme étant un vol de leurs travaux. C'est-à-dire qu'un artiste basé par exemple au Bangladesh peut avoir conçu quelque chose, mais vu que c'est une collecte de données, l'IA se nourrit des données, l'IA peut collecter cette donnée et puis reproduire sans reverser des droits d'auteur à cet artiste-là quelque chose qui soit similaire. Est-ce que vous ne pensez pas que l'utilisation, par exemple, de l'IA dans le domaine artistique poserait ce problème des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle? Ce problème est déjà posé sur la table. Et là aussi, il y a des réponses différentes selon les pays. Là aussi, en Europe, on est beaucoup plus concerné en général par la protection du droit d'auteur. C'est nous qui avons inventé ce mot, les Français, on est très fiers. Droit d'auteur, littéralement, c'est l'auteur, c'est le siècle, c'est justement le fait d'écrire des choses. Mais là aussi, moi, je suis plutôt optimiste, j'ai plutôt espoir, puisque, y compris de grands artistes aujourd'hui, utilise l'IA. Et c'est bien le fait d'avoir cette... Je vais appeler ça le ping-pong avec l'outil IA. C'est-à-dire que de la même façon que les stylistes que vous citiez ont eu une sorte de ping-pong, ils ont eux-mêmes donné des sources d'inspiration, ils ont eu un retour, on peut dire, de l'IA sur lequel ils ont retravaillé. Et c'est ça en réalité le droit d'auteur. Aujourd'hui, c'est plus la façon de prompter et reprompter. On peut citer justement, et ça va nous différencier peut-être des États-Unis, un artiste célèbre qui s'appelle Chevalier Jason Allen, qui avait, donc c'est un homme vivant, un artiste vivant, qui a utilisé l'IA et qui a gagné un concours artistique grâce à l'IA et qui s'est vu refuser justement le droit d'auteur, alors que peut-être que dans d'autres pays, on lui aurait... Et il a essayé d'expliquer ce qui, à mon avis, était juste, c'est-à-dire que c'est par sa succession de prompts à lui, c'est par ce ping-pong que lui a initié, qu'il a pu aboutir au résultat qui était le sien. Mais on peut multiplier le nombre de prompts qu'on veut et puis changer de modèle de représentation, mais la source de données demeure la même. La source de données, mais dans le ping-pong, l'output final a été transformé par ce que la personne vivante, l'être humain, a demandé de changer à l'IA. Donc c'est bien dans sa tête qu'il a demandé de changer quelque chose. Il a upgradé, on peut dire qu'il a upgradé la combinaison faite par l'IA. Mais là, est-ce qu'on ne rentrerait pas dans de la dégradation d'œuvres artistiques, non? Alors peut-être, oui, on peut se poser la question, en réalité, c'est la question de comment on nourrit les IA et avec quel type, type de données. Okay. Oui, avec quel type de données. C'est-à-dire que si des œuvres sont dans le domaine public, comme on dit en France, il y a aucune raison elles sont déjà dans le domaine public. Donc dans ce cas-là, on peut pas les protéger. En revanche, on ne peut évidemment pas utiliser. Par exemple, je reprends l'exemple des stylistes de The Couples. Ils ont rentré dans leur outil d'IA toutes les archives de la maison qui appartenaient à la maison. Et donc c'est en tout respect du droit d'auteur des stylistes précédents de cette maison qu'ils ont pu réutiliser des lignes directives. Donc là encore, c'est une question de quelles sont les règles qui président et qui ont été établies par les humains, qui président à comment on nourrit la machine. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire de prendre des données internes, peut-être aux entreprises, et d'en faire une IA qui soit complètement conçu ou bien vraiment conçu sur mesure. Oui, ça s'appelle crafter sa propre IA, l'IA maison. Ouais. Et je pense que beaucoup d'entreprises le font actuellement avec des IA internes. On va parler également de l'externalisation parfois de la relation client qui est aujourd'hui gérée en partie par des IA. Comment vous trouvez cette approche de beaucoup d'entreprises, que font beaucoup d'entreprises actuellement, de déléguer une partie de la gestion commerciale aux IA, par exemple? Alors là, on touche à un sujet qui est à la fois, je la comprends d'un point de vue de la productivité des entreprises, puisque il est clair que c'est la fameuse loi de Pareto, il y a des réponses, des questions de la part de clients qui reviennent. Okay. Et donc on peut, par l'automatisation, dans 80% des cas, gérer effectivement grâce à une machine qui a appris à répondre au même type de questions. Donc là, ça fait sens du point de vue de la productivité.
Et il reste toujours des cas qui sortent justement de ces probabilités-là, de ces statistiques-là, et auquel cas il y a nécessairement un renvoi vers l'humain. Et la question peut se poser de se demander si on ne devrait pas d'abord avoir une interface humaine, puis rediriger vers l'IA quand on se rend compte effectivement que le cas est connu, et ou bien de conserver complètement la gestion de la relation client quand il s'agit d'un cas qui n'est pas déjà connu et déjà pratiqué. Quand moi j'étais directrice marketing, on pratiquait déjà ça, avec le mailing, et où on utilisait déjà, on avait déjà des Q&A, on avait déjà, ça s'appelait pas l'IA, mais on avait déjà ça, des réponses qui couvraient 80% des cas déjà connus. Et on inventait une nouvelle réponse s'il y avait lieu. Donc, sur le principe, c'est choquant moralement et humainement, parce qu'on se dit, c'est un robot qui me répond, mais c'est logique, on va dire, dans 80%, dans un certain nombre de cas. Et pourquoi ne pas... Moi-même, j'ai déjà été dépannée en tant que consommatrice par l'IA, et j'en ai pas pris ombrage quand ça m'a effectivement permis de régler mon problème. Voilà, donc la question, c'est la question de l'efficacité, et encore une fois, c'est basiquement des questions de probabilité, de statistiques, et donc bien évidemment que 100% des cas ne peuvent pas être traités par l'IA, c'est sûr. 100% de cas ne peuvent pas être traités par l'IA. Chers internautes, si vous nous suivez jusque-là, n'hésitez surtout pas, encore une fois, à vous abonner. En tout cas, nous sommes très, très honorés, et merci de nous avoir fait, en tout cas, ce plaisir d'être avec nous sur ce plateau du TIA Podcast. Vous pourrez le retrouver encore une fois sur toutes nos plateformes de streaming également, où nous sommes présents, YouTube, Spotify, Apple, Deezer, toutes les plateformes en tout cas, n'hésitez surtout pas. Nous allons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission, de cette merveilleuse rencontre. Nous en avons appris. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça fera toujours plaisir de vous lire en commentaire. Et pour terminer, toujours sur cette question de l'IA, vous personnellement, compte tenu de votre expérience, compte tenu de tout ce que vous faites au quotidien, comment vous imaginez nos sociétés dans 5 ou 10 ans? Oh, mais alors là, ça c'est une question très difficile. Je dirais, moi, je suis une éternelle optimiste, parce que je vois que l'humanité, pour moi, a progressé. C'est mon avis, en tout cas. J'ai aucune envie de vivre comme mes grands-parents vivaient, qui étaient des agriculteurs, etc. Et donc, je pense qu'il est très difficile de prédire, mais j'ai confiance dans l'humain pour réguler, justement, et pour arriver à trouver des lois, y compris morales, qui vont nous permettre d'utiliser à bon escient cette intelligence artificielle. C'est une question d'intention. Il y aura des crises comme il y en a eu. Il y a des crises, on voit bien avec les fake news, etc. Il y a des crises. Aujourd'hui, on parle des crises, de la crise de la démocratie, etc. Mais moi, j'ai confiance dans le fait que l'humanité va in fine aboutir à une réponse plus belle pour l'humanité. Plus belle pour l'humanité. Merci encore une fois, Madame Bretomé. Avec plaisir. Alors, on a compris via cet échange que l'IA n'est pas qu'un gadget, mais c'est un changement de paradigme, et c'est passionnant de voir comment elle définit nos pratiques. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis encore une fois, et encore une fois, merci de nous suivre au sein du TIA Podcast. Nous abordons des sujets, encore une fois, qui touchent au business, à la culture, mais également et surtout au développement personnel. Je sais que dans ce format, vous aurez certainement quelque chose à tirer, vous aurez votre petite épingle à tirer de ce contenu. Nous espérons qu'il vous a plu et qu'il vous plaira toujours. N'hésitez pas à le partager. Et encore une fois, nous nous retrouvons peut-être très bientôt. Au revoir et merci beaucoup encore une fois. Avec plaisir.